Bonjour à tous. Le sujet de ce nouvel épisode n'est rien de moins que le second défi majeur auquel l'humanité va devoir faire face dans les décennies à venir, juste après la production d'énergie à faible impact environnemental, si elle espère être un minimum durable. Et ce défi, c'est l'épuisement des ressources. Vous avez certainement déjà vu passer au moins un article sur ce sujet puisqu'il est fréquent qu'on annonce que telle ou telle ressource sera épuisée d'ici telle année, ce qui se fait parfois non sans un certain catastrophisme sensationnaliste. Mais parfois, on peut se permettre de douter de la viabilité de ces chiffres. Par exemple, ça fait quand même pas moins de 40 ans qu'on affirme qu'il ne reste que 30 à 40 ans de réserves de pétrole. Alors du coup quoi, elles sont infinies? Ou les prévisionnistes sont juste mauvais? Face à cette étrange constance des épuisements, on peut se demander comment sont estimées ces périodes d'épuisement des réserves? Comment sait-on que telle ressource va disparaître à telle date? Bref, voyons tout ça en parlant de disponibilité des matières premières. Et pour être sûr de partir sur de bonnes bases et pour éviter toute confusion, bien évidemment, commençons par quelques définitions, puisque si les termes ressources et réserves semblent être des synonymes, leurs définitions en ingénierie et en économie sont elles bien distinctes. Et pour en parler, rien ne vaut un petit dessin accompagné d'un petit discours. Donc voici un diagramme dit de McKelvey, nommé d'après le géologiste qui en est à l'origine. L'axe des abscisses représente l'incertitude de présence d'un gisement. Il se coupe en deux parties. D'un côté, on a les gisements connus et donc potentiellement exploitables, et de l'autre, les gisements qu'il reste à découvrir. L'axe des ordonnées représente lui la rentabilité de l'exploitation du gisement. On a d'une part les gisements exploitables de manière rentable, puisqu'ils sont facilement accessibles géographiquement ou technologiquement, et de l'autre, on a bien entendu les gisements non rentables. La limite entre les deux est le seuil de rentabilité. Alors, quel rapport avec nos ressources et nos réserves ? Une ressource est définie comme étant l'ensemble des richesses d'un milieu, notamment dans le domaine énergétique, minier ou forestier. Il s'agit donc de tout le rectangle sur ce diagramme. Une réserve, elle, est définie comme étant les quantités identifiées et économiquement exploitables d'une matière première minérale ou énergétique, ce qui correspond à ce petit rectangle-là. Les réserves font donc partie des ressources. Ce qui est important, c'est que les deux limites qui définissent les réserves ne sont pas fixes. On peut augmenter le nombre de gisements connus avec des prospections approfondies ou qui exploitent de nouvelles technologies, comme c'est le cas aujourd'hui avec la magnétométrie, et la rentabilité des exploitations peut varier avec les fluctuations des cours des matières premières et les progrès des technologies d'exploitation. Et quand on parle de pénurie ou d'épuisement, c'est pour ce petit rectangle des réserves et non pour l'ensemble des ressources, puisque de manière générale, les ressources sont très grandes en comparaison des réserves. On peut admettre sans crainte que plus de 99,9% d'une matière première ne sera jamais exploitée. Par exemple, l'USGS estimait en 2016 qu'il restait encore environ 57 000 tonnes d'or en réserve, en plus des 187 000 déjà exploitées par l'humanité depuis la découverte du précieux métal jaune. En comparaison, la croûte terrestre contient en moyenne 0,0000003% massique d'or et pèse dans les 30 milliards de tonnes, ce qui représente une ressource potentielle de l'ordre de 90 milliards de tonnes d'or, contre 57 000 en réserve, je rappelle. Pour la comparaison, histoire que ce soit plus parlant, si les ressources d'or de la croûte terrestre sont un écran HD comptant plus de 2 millions de pixels, l'ensemble des réserves estimées par l'USGS correspondent à un seul pixel. Et là, je ne parle que de l'écorce terrestre. Si l'essentiel ne sera jamais exploitable, c'est parce qu'il se trouve à l'état de trace, et non pas en gisement, et ça c'est valable pour toutes les matières premières minérales, pas uniquement l'or. Maintenant qu'on a défini ce que sont les réserves et les ressources, revenons à ce qui nous intéresse, à savoir la méthode d'estimation de la date d'épuisement des réserves d'une matière première. La raison pour laquelle les réserves de matières premières se vident est simple. Nous consommons, c'est-à-dire qu'on récupère dans l'environnement la matière première pour la transformer en matériaux qui permettent la fabrication de produits qui arrivent à un moment en fin de vie, soit parce qu'ils sont devenus inutilisables, soit parce que nous sommes juste consuméristes. Donc pour produire à nouveau, il faut continuellement exploiter des gisements. Le modèle le plus classique de consommation est le modèle exponentiel. Alors pourquoi ce modèle-là en particulier? Eh bien c'est simple. Une plus grande consommation de matériaux est associée à une augmentation globale de la qualité de vie d'une population. En conséquence, chaque individu va consommer plus, et surtout, le nombre d'individus augmente lui aussi. Donc la consommation augmente encore, ce qui augmente la population, ce qui augmente la consommation, et ainsi de suite. En mathématiques, on peut représenter les phénomènes auto-alimentés comme celui-ci par une loi exponentielle. Le modèle de consommation exponentielle se présente comme ça.
Il donne la consommation annuelle C d'une ressource au cours de l'année étudiée T, si on connaît la consommation annuelle C0 de la même ressource au cours de l'année de référence T0, et grâce à ce terme R qui correspond au taux de croissance de la consommation. L'idée du taux de croissance est simple. Imaginons qu'en 2018, on ait consommé au total 100 tonnes d'une ressource, et qu'en 2019, portée par la croissance de la demande, cette consommation passe à 105 tonnes. On a donc gagné 5 tonnes par an en un an, qui ramené à nos 100 tonnes de 2018 donne une croissance de 5% par an. Si le taux reste le même, on consommerait environ 110,25 tonnes en 2020, puis 115,76 tonnes en 2021, etc. Ou presque. Ce taux qu'on vient de calculer, qui s'appelle le taux effectif, n'est pas exactement égal au taux de notre exponentielle, puisque dans notre exemple, on suppose qu'on passe subitement de 100 tonnes par an à 105 tonnes par an, alors que dans les faits, la consommation est continue et étalée sur toute l'année, ce que prend en compte l'exponentielle. Mais l'exemple reste acceptable puisque l'écart entre ces deux taux est faible, surtout pour des valeurs typiques de taux de croissance de la consommation des matériaux, qui varient entre 1 et 10% grand maximum. Sur la dernière décennie, on peut noter des taux de croissance de l'ordre de 2% pour les aciers et les fontes, 3% pour les aluminiums, 5% pour les matières plastiques et jusqu'à 8% pour les matériaux composites. Pour en revenir à notre loi exponentielle, son intérêt c'est que si on connaît la consommation annuelle à un moment donné et qu'on a une valeur de taux de croissance obtenue par exemple en regardant ceux des années précédentes, on peut estimer combien on consommera chaque année. Donc avec ça, si on connaît les réserves actuelles, on peut utiliser cette équation pour trouver en combien de temps elles seront vidées. Alors, bien entendu, ces valeurs seront critiquables. Comme on l'a vu plus tôt, on découvre toujours plus de nouveaux gisements, mais à un rythme fluctuant, et les taux de croissance varient au cours du temps suivant les actualités. Sur ce point, l'exemple typique, ça reste sans surprise le pétrole, surtout quand on regarde l'évolution de sa consommation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la consommation mondiale quotidienne de pétrole était de 7 millions de barils par jour. Avec le développement de la société de consommation, de la médecine moderne et des transports, cette consommation croît exponentiellement et atteindra les 58 millions de barils par jour en 1973, soit une consommation multipliée par 8 en 28 ans. Le taux de croissance sur cette période est d'environ 7,6%. Mais l'année suivante, cette consommation stagne. Vous l'avez peut-être deviné, c'est à cause du choc pétrolier de 1973. Peu de temps après, la consommation remonte doucement avant de se casser la figure une fois de plus avec le choc pétrolier de 1979, dont l'impact sera encore plus marqué. Sur la période de 1982 à 2019, la consommation passera de 57 à 101 millions de barils par jour, ce qui correspond là à une croissance de seulement 1,5%. On est loin des 7,5% d'avant-crise avec ça. Et heureusement. Heureusement qu'il y a eu ces deux chocs pétroliers. Sans eux, avec le taux initial de 7,5%, la consommation en 2019 aurait été de presque 2 milliards de barils par jour, soit une valeur 20 fois supérieure à ce qui a vraiment été consommé. Je vous laisse imaginer la catastrophe. Alors bien sûr, ce rythme intenable n'aurait jamais pu arriver, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Dans certains cas, ce sont aussi des facteurs sociaux qui jouent sur la consommation d'une matière. Par exemple, si entre 1970 et 2000, la consommation mondiale de papier suivait une loi à 3%, ce taux est descendu par la suite à 2,2%. Et la raison à cela est simple. C'est essentiellement la faute à la démocratisation des écrans qui remplace peu à peu le support papier. Même si on pourrait en parler plus longuement, fermons cette parenthèse sur les fluctuations du taux de croissance. Je vous propose plutôt de tester notre modèle exponentiel en faisant des prédictions. Mais avant ça, il faut le modifier un petit peu, parce que sous cette forme, il ne donne que la valeur consommée au cours de l'année T, et non pas le total consommé entre l'année T0 et l'année T. Alors pour ça, techniquement, il faudrait additionner la consommation pour chacune des années, ce qu'on obtient ici en intégrant la formule. Alors je vous passe les détails, mais ça donne ça. En retournant cette nouvelle équation, on obtient la durée nécessaire pour consommer la quantité Q avec une consommation initiale C0 à un taux R. Si on met à la place de la quantité la valeur actuelle des réserves, on peut estimer leur date d'épuisement. Par exemple, en 2004, la consommation mondiale de pétrole était de 80 millions de barils par jour, avec le taux de 1,5% déjà énoncé, et on estimait alors les réserves mondiales de pétrole à 1100 milliards de barils. En mettant ces valeurs dans notre formule, on trouve 30 ans de réserve. Donc on n'aurait plus rien en 2034. Comme quoi, on retrouve bien une valeur similaire aux estimations de l'époque.
Mais d'après la société BP, suite à de nouvelles campagnes de prospection et grâce au gaz de schiste, les réserves de pétrole ont été revues à la hausse en 2018 et étaient alors estimées à 1800 milliards de barils. Avec une consommation cette année-là de 100 millions de barils par jour et toujours 1,5% de croissance, on se retrouve ici avec environ 37 années de réserve, ce qui déplace l'échéance en 2055. Ce qui est un peu mieux, mais on reste encore dans la gamme de 30 à 40 ans. Un autre exemple pour la route, plus axé matériaux, l'indium. Alors ce métal ne vous dit sûrement rien, mais vous le côtoyez quotidiennement. Il sert massivement à la réalisation des écrans LCD et des écrans tactiles. Et dans une moindre mesure, on le retrouve dans les cellules photovoltaïques ou encore pour les fibres optiques, entre autres. Dire qu'il est important pour les télécommunications modernes serait un euphémisme, d'autant plus qu'il est difficilement substituable, ce qui en fait une matière première critique. En 2015, 3 chercheurs ont estimé les réserves de ce métal à 380 000 tonnes. La consommation d'indium de première fusion fut cette année-là de 760 tonnes, pour une croissance de 5%. Ça donne une limite de 64 années de réserve. Mais l'avantage ici, c'est que l'indium est recyclable, là où le pétrole est détruit lors de son utilisation. D'ailleurs, la filière recyclage de l'indium assure la moitié de l'approvisionnement mondial à côté des mines. En tout cas, j'espère que ces exemples vous auront permis de comprendre, déjà l'effet du taux de croissance, que les valeurs d'échéance qu'on peut trouver et que certains utilisent pour faire du sensationnalisme ne sont pas sorties du chapeau, mais sont juste obtenues avec les données connues le jour du calcul. Ce ne sont donc pas des vérités absolues, pour preuve, on vend encore des smartphones. Et que finalement, ces échéances sont toujours repoussées tant qu'il y a de la demande, puisque les réserves dépendent directement du prix qu'on est prêt à payer, donc aucun épuisement de matière n'est à craindre. C'est plus sur les plans économiques et écologiques qu'il faut s'inquiéter. Avant de terminer, j'aimerais rapidement aborder une petite notion tirée de la loi exponentielle, parce que je trouve le résultat intéressant. C'est la notion de temps de doublement. La loi exponentielle permet de déterminer en combien de temps la consommation annuelle est doublée, et ce uniquement avec le taux de croissance. Alors je vous passe encore une fois les détails, mais cette loi peut être approximée par 70 divisé par le pourcentage du taux de croissance. Par exemple, avec 1,5%, la consommation annuelle de pétrole double environ tous les 47 ans. Si on reprend les valeurs données plutôt pour les matériaux communs, on trouve qu'on a un doublement de la consommation tous les 35 ans pour les aciers, 23 ans pour les aluminiums, 14 ans pour les plastiques et l'indium, et seulement 9 ans pour les matériaux composites. Ça laisse présager qu'au rythme actuel, on consommera annuellement 2 fois plus de composites en 2030 qu'aujourd'hui. Autant dire que la question de leur recyclage doit être prise au sérieux très rapidement. Lors des 30 glorieuses, le taux de croissance des matières plastiques a même atteint les 18%. Leur consommation doublait alors tous les 4 ans. Mais le résultat le plus notable porte selon moi sur le temps de doublement de la quantité totale consommée, qui s'exprime au pouillème près de la même façon que la consommation annuelle quand on regarde sur de grandes périodes. Et justement, sur toute l'histoire de l'humanité, la consommation de matériaux, et donc la création de produits manufacturés, a globalement suivi une loi exponentielle avec un taux de 3%, même si les quantités produites avant la révolution industrielle sont négligeables. Ce taux de 3% correspond à une période de doublement de 23 ans, c'est-à-dire qu'entre aujourd'hui et l'an 2043, l'humanité produira la même masse d'objets que ce qu'elle a créé depuis ses débuts il y a des millénaires. Tous les produits manufacturés sur Terre, ou qui sont en orbite, qu'il s'agisse des bracelets, des pyramides, des routes, des jouets, des satellites, des clôtures, des cafetières, des jeans ou des déchets, tout ce que l'humanité a produit depuis toujours, c'est ce que nous allons produire en termes de masse entre 2020 et 2043. C'est difficile à envisager, hein. C'est pourtant ce qui nous attend, au rythme actuel. Et ça, c'est important. Surtout en cette période trouble où la notion d'esprit critique semble avoir disparu chez certains. Ces valeurs ne sont pas absolues. Et peut-être que l'après-Covid-19 changera tout ça. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. En espérant qu'il vous ait plu et que vous ayez appris quelque chose, moi je vous dis à la prochaine.